voilà. Alors, donc moi, je me présente un peu plus. Je suis française d'origine, ça fait 35 ans que je suis au Québec. J'ai fait des études en France, de philosophie, mais en fait, j'étais dans une espèce d'établissement universitaire hyper élitiste, le lycée Henri IV à Paris, et c'était une expérience très importante pour moi parce que ça m'a fait haïr l'élitisme, intellectuel, et je pense que c'est vraiment de là qu'est née ma conscience des injustices épistémiques, et en tout cas. Puis ensuite, je suis venue au Québec, j'ai fait une maîtrise, un doctorat en anthropologie à l'université Laval. J'ai vaguement fait un post-doc à McGill. En fait, c'est là que j'ai eu, mon troisième enfant. Et puis, ensuite, j'ai travaillé un peu comme chercheuse en éthique au Conseil de la santé et du bien-être. Donc je me suis intéressée à un moment donné au monde de la santé. Mais quand même, moi, tout ce qui m'a fascinée, c'était la science, le pouvoir du discours scientifique sur la construction de la réalité. Dans le fond, c'est ça qui m'a toujours fascinée, et du coup, la responsabilité sociale et politique des chercheurs, de ceux qui font la recherche. C'était le sujet de ma thèse. Et puis ensuite, j'ai eu un poste à l'université au département de communication, une discipline dont j'ignorais même l'existence, ce qui est quand même très curieux. Mais ils cherchaient quelqu'un pour enseigner l'éthique de la communication. Quand j'étais au Conseil de la santé et du bien-être, j'ai beaucoup travaillé sur la participation citoyenne. Et donc, j'ai eu un séminaire sur la démocratie participative pendant de longues années. Et là, ben, malheureusement, je suis en congé de maladie. Donc, et à travers tout ça, ben, j'ai fait des choses. Parce que justement, ma formation en philo, tellement abstraite et déconnectée de la réalité, ça m'a comme donné une aspiration à vraiment faire, faire des choses. Et donc, j'ai toujours eu des projets d'action en même temps que je faisais ma carrière de recherche, même si des gens me disaient: «Ah, ça va nuire à ta carrière, nanana», moi, je m'en fiche. Je suis un esprit libre, une femme libre, et je fais ce que je veux. Et donc j'ai fait, parmi les choses que j'ai faites, par exemple, quand je travaillais un peu plus dans le monde de la santé, j'ai créé à Québec un espace des citoyens sur la santé. Donc c'était vraiment c'était un beau projet, puis ça marchait bien. Et quand il y a eu la grippe H1N1, ben, les centres de santé ont coupé toutes les subventions, puis c'était fini brutalement. Mais on faisait des bulletins d'information pour mieux rendre conscients les citoyennes de la région de Québec de leurs droits en matière de santé, des services qui existaient, etc. J'ai aussi organisé beaucoup de consultations publiques sur les services de santé aux personnes âgées, sur la procréation médicalement assistée, sur les services en santé mentale. Et j'ai appris plein de choses là-dessus. Puis en 2011, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là, mais j'ai fondé à la fois l'association Sciences et Biens communs, qui est, donc qui avait pour but de construire un discours critique sur les politiques scientifiques néolibérales que le gouvernement du Québec et du Canada adoptaient. Et, et donc, il a adopté tout de suite une posture assez critique. Et bon, on a fait un beau colloque inaugural à l'ACFAS, à l'Université de Sherbrooke en 2011, qui s'appelait «Une autre science est possible. Science ouverte, science engagée, science collaborative contre la marchandisation du savoir». Donc ça, c'était l'association Sciences et Biens communs. Puis la même année, j'ai créé à l'Université Laval une boutique des sciences. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et à l'UQAR, il y a des profs qui ont essayé de le faire. Bon, mais je pense que ça n'a pas marché. Mais une boutique des sciences, c'est un dispositif qui permet de mettre en contact des organismes de la société civile, des organismes communautaires, des associations, avec des cours dans lesquels les étudiants peuvent réaliser des projets pour ces organismes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, on a eu la Maison de l'Aubrevière, qui est un refuge pour personnes itinérantes à Québec. Ils voulaient mieux comprendre la journée de la semaine dans laquelle il y avait plus de demandes pour des repas, donc, afin de mieux gérer leur approvisionnement, etc. Et donc, la boutique des sciences a été voir une prof de statistiques. C'est étrange, mais et elle a transformé ça en un projet d'analyse statistique pour ses étudiants.
Et donc les étudiants ont fait le projet, ça fait partie de leur apprentissage et on a donné les résultats à l'organisme qui était tellement content qu'il nous a demandé ensuite un petit logiciel pour pouvoir générer ces statistiques, hem, lui-même. Et donc là, on a été voir un prof en génie logiciel qui, avec ses étudiants, a réalisé le petit logiciel en question. Donc c'est ça, une boutique des sciences, c'est un concept qui existe depuis les années 70 en Europe, qui est très soutenu par l'Union européenne. Et il y en a beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Irlande. En France, ça démarre un petit peu. Et donc nous, on a fait ça à l'Université Laval, on a démarré ça en 2011. Et puis ensuite, là, dans le cadre de l'association Sciences et Biens communs, j'ai créé en 2015 une maison d'édition pour vraiment mettre en action cette science, cette autre science, cette science ouverte. Donc, c'est une maison d'édition de livres en libre accès. Et c'est une maison d'édition décoloniale aussi, parce qu'on publie des livres à la fois du Nord, du Sud, on valorise les langues, toutes les langues, le plurilinguisme, etc. Et donc, les deux textes dont je vous parle, ce sont des chapitres tirés de livres qu'on a publiés aux éditions. Et au départ, bah, c'était un peu mes livres, les livres des copains et tout ça. Puis là, de plus en plus, ça devient, je reçois des propositions, des manuscrits d'un peu partout dans le monde, de France, du Cameroun notamment. Et donc, on publie autant de livres africains qu'européens ou québécois. Donc, à travers tout ça, donc pour moi, l'action est fondamentale. Et donc, j'ai développé toujours et on pourra en discuter si vous voulez, un grand intérêt pour la recherche-action. Et je l'ai abordé dans le fond de façon assez instinctive. Hem, dans le fond, pour moi, la recherche n'avait de sens que si elle permettait de changer le monde et de faire un monde plus juste. J'ai jamais accepté une autre raison d'être à la recherche. Mais petit à petit, j'ai découvert plus les experts, les traditions en recherche-action, les débats, les grands débats à l'intérieur de la recherche-action. Et notamment, je vous recommande un livre qu'on vient de publier avec notre maison d'édition, qui s'appelle Décoloniser les sciences sociales, qui est une anthologie de Orlando Falsborda, qui est un des fondateurs colombiens de la recherche-action participative dans les années 60. Et donc cette anthologie présente, c'est seulement 6 textes, c'est vraiment pas très long, mais c'est des textes coup de poing. Et, et dans laquelle lui aussi montre que il s'était rendu compte rapidement, après sa formation aux États-Unis, que les cadres théoriques qu'il avait appris aux États-Unis, dans les pays du Nord, donc notamment à l'époque, c'était le fonctionnalisme, n'avaient aucune pertinence pour la Colombie. C'était des modèles basés sur des réalités qui n'avaient pas de rapport. Et donc, il a inventé la recherche-action participative comme moyen de se détacher de ces concepts occidentaux pour vraiment faire une recherche adaptée aux pays tropicaux, comme il dit, multiculturels, colonisés, etc. Donc c'est un livre que je vous recommande, qui est évidemment en libre accès, que vous pouvez télécharger. Donc à travers tout ça, mon autre combat, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, que malheureusement peu de gens comprennent vraiment, c'est pas seulement du militantisme que je fais à côté de ma vie de chercheuse. Moi, c'est dans mon militantisme, il est surtout dans mes recherches, et notamment dans ma façon d'écrire. Alors, si vous lisez mes textes, vous verrez que j'écris d'une façon pas du tout conventionnelle, et ça, je l'ai fait dès ma thèse. Ma maîtrise, c'était quand même assez... euh, l'écriture était assez classique, mais même si le sujet était quand même original, puisque j'ai fait une analyse critique des discours scientifiques qui essayent d'expliquer la surdélinquance des autochtones au Canada. Donc, dans le fond, c'était un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le racisme systémique dans le système judiciaire. Mais j'ai regardé ça du point de vue des explications scientifiques. Et c'est là que j'ai vu, par exemple, que le discours sociologique qui expliquait la surdélinquance par, mettons, l'anomie culturelle des autochtones, etc., ça devenait un discours behavioriste qui nuisait, en fait, sur le plan politique aux autochtones en envoyant le message que les pauvres autochtones, ils sont destinés à être délinquants. Et moi, je disais, ben, sur le plan politique, c'est pas bon d'envoyer ce genre de message-là. Et alors qu'il y avait une autre explication juridique,
mais en fait qui est celle du racisme systémique, qui montrait comment l'enchaînement des lois finissait par créer des conditions, propices à la délinquance, en tout cas, c'était ma maîtrise. Puis après j'ai fait la même explication, Jeanne-Marie, pour les femmes africaines, heu, en disant ça c'était mon premier article où je me suis fait ramasser par les féministes radicales. Je disais que les discours féministes radicaux de 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 l'époque, en tout cas des années 90, qui passaient leur temps à décrire les conditions d'oppression des femmes africaines, et dans le fond, elles généraient une image des femmes africaines comme étant tellement opprimées elles étaient incapables de réfléchir ou d'agir. Et je disais: «C'est pas comme ça qu'on va leur donner plus de responsabilités dans le monde du développement international» et cetera. En tout cas, j'ai toujours été donc très sensible aux effets de pouvoir des travaux scientifiques, de la recherche. Et en ayant cette conscience-là, moi-même, donc j'ai travaillé sur mon écriture pour pour, heu, pour essayer de ne pas générer les effets de pouvoir que je ne voulais pas. J'ai écrit un article en 96 qui, en tout cas, qui est toujours apprécié, qui s'appelle «Écriture et responsabilité», où j'essaye d'expliquer ça, de dire, si on adopte une posture, moi je vais vous l'expliquer dans 2 minutes, un peu naïve, heu, disant: «Ah ben moi je fais de la recherche, puis je présente mes résultats, un point c'est tout», sans se préoccuper donc des effets, des conséquences, de notre texte, de là où il est publié, de qui va le lire et cetera. On est dans le fond dans une position amorale. Et puis, si on fait juste une position de dénonciation, comme je le disais, on peut produire des effets de pouvoir qui vont complètement à l'encontre de notre posture politique. Et donc, je défendais une 3e posture qui est vraiment, heu, le souci des conséquences, l'éthique du souci des conséquences. Donc, et là, vous voyez que je suis dans un rapport à la vérité qui est pas du tout positiviste. C'est le texte, on produit quand on est des chercheurs, des chercheuses, qu'est-ce qu'on fait? On produit des textes qui ont une vie ensuite, qui sont lus, qui circulent, qui peuvent produire des effets qui influencent ou pas, ou et c'est pas juste un exercice de style, il faut apprendre à écrire de telle ou telle manière. C'est très, très, très subtil. Et donc dans ma thèse, là, c'était absolument un enjeu fondamental pour moi, ma manière d'écrire. Et donc, là, je vais peut-être vous bouleverser, mais par exemple, j'ai fait ma thèse, c'était sur la pensée critique à l'adolescence. Je voulais comprendre comment la pensée critique, hem, peut naître de la vie quotidienne à l'adolescence. C'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a d'autres formes de vie possibles que la nôtre. C'est un peu l'expérience anthropologique aussi. Et donc je me suis dit: «Je vais faire des récits de vie avec des ados pour qu'ils me racontent leur vie, puis qu'ils essayent d'identifier dans leur vie de tels moments». Très naïf, hyper naïve, je suis partie comme ça pour faire des récits de vie dans l'école de mon quartier. Là, moi, j'étais pas dans l'anthropologie exotique du tout. J'avais un merveilleux comité de thèse qui m'a laissé faire exactement ce que je voulais. Et donc j'ai fait ces récits de vie et d'abord j'ai découvert la vie, j'ai découvert des vies difficiles, que ça m'a complètement bouleversée. Et surtout, il s'est passé quelque chose de très étonnant, c'est que ces jeunes m'ont raconté des trucs qu'ils n'avaient jamais racontés à quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit: «Mais pourquoi? Est-ce que c'est pas simplement parce que je suis gentille, puis j'étais là, puis ils ont profité de moi pour se vider le cœur?» C'est pas impossible. Ou est-ce que c'est aussi le pouvoir de la science, le pouvoir du discours scientifique d'extraire des vérités? Donc là, moi, je lisais beaucoup Foucault à l'époque sur la confession et cetera. Et donc là, je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose qui se passe là». Et après ça, j'ai bloqué complètement pendant plusieurs années. J'étais incapable d'avancer dans ma thèse, au point où j'ai failli tout abandonner, la recherche, tout ça. Et j'ai fait des bébés, j'ai fait autre chose, je suis allée en Afrique, j'ai travaillé sur les savoirs des femmes africaines. Et puis finalement, j'ai je me suis dit: «Je vais prendre ce problème, ce blocage». Ça, c'est le conseil que je vous donne, si vous bloquez, c'est pas que vous êtes incompétente ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un problème réel. Donc je me suis dit: «Je vais travailler, je vais réfléchir à ce problème réel». Et en fait, ce que j'ai compris,
parce qu'en même temps, j'ai travaillé sur la pensée critique, pour moi c'est lié à l'éthique, et j'ai compris que ces récits de vie étaient des co-constructions, qu'ils me répondaient effectivement, mais que moi je leur répondais aussi, que tout ce que je leur disais et avait un effet sur eux et sur ce qu'ils allaient me dire. Donc un récit de vie, c'est pas du tout une méthode où on est comme un magnétophone, puis on recueille une histoire, mais on la co-construit, et qu'il y a un lien qui s'est établi, notamment avec certains des ados, un lien, complexe, où justement, ils voyaient bien qu'ils m'apprenaient des choses et ils testaient ma capacité d'accueillir leurs paroles, et cetera. Moi, j'ai appelé ça un lien éthique, tout simplement, qui obligeait une réponse. C'est-à-dire, quelqu'un me fait une confidence, je dois lui répondre. Si je veux la respecter comme personne, et non pas la traiter comme un objet, ce qui était mon désir personnel, éthique le plus profond. Et je me suis rendu compte que le cadre normatif de l'écriture scientifique ne le permettait pas, puisqu'il fallait, au nom de la neutralité, de l'injonction de neutralité, il aurait fallu que je sois comme invisible dans mon texte. Or, mon rôle, mon impact m'apparaissait énorme. Et donc, il y avait une contradiction, et j'ai réalisé que c'était cette contradiction-là qui me bloquait. Alors, je me suis dit, je vais trouver une solution dans l'écriture, justement. Et donc, j'ai fait le choix d'analyser non seulement les paroles de l'ado, mais aussi les miennes. Donc, comment j'ai répondu. Et pour ça, au lieu de faire comme on fait en mode citation, on prend un extrait verbatim, puis après on l'analyse, j'ai présenté de longs extraits sous forme comme d'un manuscrit de théâtre, avec des répliques. Donc, il y avait l'ado, il y avait moi, l'ado, moi. Et donc, j'ai analysé des dialogues, en fait. Et j'ai essayé de pas être complaisante envers moi, ni parfois je me jugeais un peu fort, parfois en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai écrit ma thèse qui finalement s'appelle «Responsabilité pour autrui et refus de l'indifférence dans l'écriture scientifique». Et c'est ça ensuite, c'est ça qui m'a guidée tout le temps dans tout ce que j'ai écrit. C'est comment présenter des savoirs, donc des savoirs que j'ai construits, que j'ai appris, que j'ai tirés de mes enquêtes, parce que j'ai fait beaucoup de recherches empiriques, sans pour autant oublier la dimension éthique, humaine de la recherche. Mais par contre, les récits de vie, je me suis dit, ouf, je vais attendre un certain nombre d'années avant d'en refaire. Parce que vraiment, c'était tellement prenant sur le plan personnel et tout ça. Donc, c'est vraiment une méthode que je vous... oui, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Pour moi, les récits de vie, c'est une méthode absolument essentielle. D'ailleurs, donc c'est ça, un des 2 textes que je vous propose là, c'est les récits de vie comme outil de résistance aux injustices épistémiques, comme outil de changement social. Mais en même temps, c'est très prenant. Personnellement, si vraiment on fait ça sérieusement, c'est très engageant. Mais ça nous fait grandir, quoi, ça nous transforme. Et comme je dis à mes enfants, j'ai compris tellement de choses sur l'adolescence, sur mon adolescence, sur l'adolescence, en faisant ce terrain. Ça m'a aidé ensuite à élever mes enfants, à communiquer avec eux, etc. Donc voilà pour ma thèse. Donc je reviens à cette question de l'injonction de neutralité. Donc à travers tout ça, et vraiment très influencé à l'époque par Foucault, qui me paraît toujours un type tellement extraordinaire, tellement un esprit critique tellement pertinent. Donc je me suis mise à réfléchir vraiment au cadre normatif de la recherche de manière très, très critique. Donc c'est pour ça que je disais, une autre science est possible. Et donc dans l'article, l'autre texte là, sur la moralité du positivisme institutionnel, je résume vraiment 20 ans de réflexion là-dessus. Donc, je sais que dans les cours d'épistémologie, vous avez le choix entre on présente une alternative entre constructivisme et positivisme. Bon. Positivisme, c'est la neutralité, c'est on efface le je, on efface la subjectivité du texte. Les savoirs ne sont pas situés, ancrés, mais ils flottent en l'air dans un espèce de point de vue hors de tout point de vue qui serait réservé à la parole scientifique, etc.
alors que le constructivisme serait beaucoup plus dans la co-construction, et cetera, et surtout dans la conscience de ce qu'on fait. Quand on fait de la recherche, on construit quelque chose, bon. Mais en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était pas juste un choix qu'on a. C'est que le positivisme, il est institutionnalisé dans le fonctionnement même de l'université. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu aux étudiants parce qu'on leur présente les auteurs, les théories, et cetera, et beaucoup moins le fonctionnement, la production des doctorants ou des élèves de maîtrise, comment on vous déforme justement, on vous apprend à vous déshumaniser, tout simplement, pour pouvoir produire des textes, des articles, des données, n'est-ce pas, les données qui seront utilisées par d'autres, etc. Et donc, ce positivisme institutionnel, on le voit, mais là, quand on fait un peu une ethnographie de la formation à la recherche, on s'aperçoit de tellement de détails. Je veux dire, c'est dans les formulaires qu'on doit remplir où on vous demande des hypothèses et des variables. Bon, ben, si vous n'avez pas d'hypothèses et de variables, vous êtes déjà un peu marginalisé. C'est vraiment dans le fonctionnement des comités, dans le fonctionnement de la recherche que ce positivisme est transmis. Donc, rejeter ce positivisme, c'est pas juste choisir le constructivisme. Ça, c'est une vision un peu naïve. C'est vraiment prendre, réfléchir à qu'est-ce que c'est la science, qu'est-ce que c'est la recherche, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on fait de la recherche. Alors, mes grandes enquêtes là-dessus en Afrique ont été vraiment révélatrices parce que dans l'Afrique francophone, dans les universités d'Afrique francophone, pour les doctorants s'inscrivent au doctorat très rarement pour faire de la recherche parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. On leur explique très peu. Mais pour le statut que ça donne à leurs paroles. Et c'est vraiment pour ça qu'ils s'inscrivent au doctorat. Et bon, il y en a, heureusement, qui se découvrent une passion pour la recherche et qui deviennent ensuite des chercheurs, des excellents chercheurs. Mais la plupart, c'est vraiment le statut. Et il y en a d'autres. Alors moi, j'ai rencontré, par exemple, plusieurs doctorants en environnement qui m'ont fendu le cœur. Ils étaient venus faire un doctorat pour approfondir leur engagement en environnement. Et puis, je me souviendrai toujours justement d'une jeune femme que j'avais rencontrée à Rimouski. Après m'avoir écoutée, elle était venue me voir, elle me disait, mais moi, je voulais faire de la recherche, je ne sais plus sur quel sujet, par conviction, par engagement. Puis là, tout ce qu'on me parle, c'est de produire des articles dans des revues à facteur d'impact et puis de participer à des demandes de subventions. Puis elle était complètement déconnectée de ce qui l'a motivée. Donc, pourquoi on va faire de la recherche? Et moi, pour moi, c'était clair, je vais faire de la recherche pour changer le monde. Et notamment, mon combat à moi, bon, j'ai toutes les injustices, tout ça, mais plus précisément, c'est les injustices épistémiques. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque où je commençais. Quand j'ai fait avec mon amie Félicité, quand on a fait notre texte sur les savoirs des femmes au Sahel vers une revalorisation des compétences locales, et je ne connaissais pas le concept. Ben, Miranda Fricker n'avait pas écrit son livre d'injustice épistémique, mais pour moi, c'est le fait que ces femmes-là avaient des savoirs et qu'elles étaient considérées juste comme des marionnettes opprimées. C'était pour moi une injustice tellement profonde. Donc, dans le fond, c'est cette injustice-là, le fait qu'il y ait des tas de gens qui avaient des tas de savoirs qui sont méprisés, ignorés socialement et à l'université. C'est l'injustice qui m'a mobilisée toujours. C'est ça. Donc, c'est vraiment le moteur, dans le fond, de mon travail, que ce soit dans le domaine de la santé. Bon. Mais donc, du coup, après avoir travaillé sur la santé, je me suis vraiment concentrée sur la science et notamment sur les questions de démocratisation de l'accès à la science. Et c'est ça qui m'a amenée vers tout le champ de la science citoyenne, la citoyenneté scientifique. Puis là, j'étais un peu précurseur au Québec. Là. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à ça, alors qu'en Europe, ça se développait beaucoup. Donc, c'est l'idée que tout le monde a des savoirs. Donc, maintenant,
c'est des idées qui sont de plus en plus connues et articulées, avec, sur les épistémologies des Suds et tout ça, mais à l'époque, on avait un petit peu moins d'outils, quoique l'anthropologie pour ça est quand même formidable. Mais en même temps, l'anthropologie avait parfois un rapport d'exploitation. Aller Mmh. voir des informateurs pour leur prendre leur savoir, Mmh. ensuite rédiger des monographies, mais sans faire participer les informateurs, qui étaient juste des informateurs. Donc pour moi, il y avait un rapport d'exploitation. C'est pour ça que je n'ai pas fait d'anthropologie exotique. Je me sentais, sans pouvoir l'articuler aussi clairement qu'aujourd'hui, je me sentais mal l'idée d'aller dans un endroit exotique, de prendre tous les savoirs des gens, puis d'en faire un livre sur lequel bâtir ma carrière ensuite. Là, je le sentais pas. Et je préférais aller voir mes ados. Et puis là, ben, mes ados, c'est ça, je me suis posé des questions. Puis je suis très fière en fait d'avoir fait 2 articles issus de ma thèse dans lesquels j'ai donné la parole à l'ado dont il était question. Donc dans le fond, je présente mon texte. Il y en a un par exemple, c'est sur un jeune homme qui a décroché, 2 mois avant d'avoir son diplôme de secondaire 5, ce qui m'avait complètement sidérée. Puis donc je raconte son histoire, puis à la fin, je lui donne la parole. Donc j'ai essayé au moins de faire ça dans 2 publications, à l'époque. Donc c'est ça, l'anthropologie, elle s'intéressait aux savoirs locaux, aux savoirs des personnes, mais en même temps, d'une façon parfois qui pouvait être, un peu, de type exploité, quoi. Et ça me plaisait pas dans ma sensation là d'injustice épistémique. Comme je vous dis, c'est probablement lié, au fait que moi-même je viens d'une famille, comment dire? De la grande bourgeoisie intellectuelle française. Donc dans ma famille, et ça je sais que c'est très rare, mais je veux dire, ma grande-tante était professeure d'université, des arrière-grands-pères professeurs d'université, et cetera. Donc il y avait cet élitisme et comme je vous dis, je l'ai retrouvé, dans les études que je faisais en philo et vraiment c'était une révolte, quoi. Une révolte contre ces savoirs élitistes, en me disant: «Il y a certainement autre chose» et j'ai toujours été attirée par les immigrantes. Je me souviens à l'école primaire, on avait une classe d'inclusion de non francophones et puis j'allais voir, il y avait une jeune fille polonaise, coréenne, puis je voulais qu'elle me parle de leur histoire, de leur savoir. J'ai toujours senti qu'il y avait d'autres savoirs intéressants et qu'on en avait besoin pour avancer. C'est pareil dans la recherche, dans la science, il y a tous ces autres savoirs, même s'ils ne sont pas validés par la science, moi je et les récits de vie, hein, c'est ce que j'explique dans mon texte. Les récits de vie, c'est une manière extraordinaire d'avoir accès au savoir expérientiel des personnes, par exemple. Heu, un des beaux projets de récits de vie que j'ai fait récemment, c'est avec mes étudiants, je les ai envoyés faire des récits de vie avec des immigrants. Donc on a fait des livres à partir de ces récits de vie, Québec africaine, Québec arabe, Québec latina. Donc les étudiants faisaient un récit de vie mais à la fin du récit de vie, ils recueillaient les savoirs, des immigrants sur justement l'intégration, sur le Québec. Donc je leur demandais vraiment de mettre en valeur les savoirs des personnes immigrantes et pas juste leur parcours. Donc donc c'est pour ça que quand j'ai rencontré plus récemment tout le mouvement décolonial, de pensée décoloniale et Boaventura de Sousa Santos sur les épistémicides, je me suis tout de suite retrouvée. Pour moi, c'était terrain familier là. Et comment rendre justice à ces savoirs, à et sans les transformer. Donc là, sans les absorber, puis les redigérer. Ça, c'est vraiment un problème épistémologique de base. Vous écoutez quelqu'un et c'est ce que je reproche le plus aux sciences sociales qui sont non réflexives, qui réfléchissent pas à ça, c'est comment rencontrer, hem, comment, hem, recueillir des savoirs et les présenter sans les digérer à notre façon. Et quand on écrit un texte, puis on prend juste des extraits verbatim de ces entrevues pour illustrer notre propre raisonnement, je n'étais pas satisfaite et je le suis toujours pas mais je sais toujours pas la solution là. J'essaye des trucs, j'essaye des façons d'écrire, hein, mais j'ai compris là-dedans, il y a de l'humilité.
Donc Mmh. je pense que c'est jamais possible. Ça, c'était un grand débat que j'avais avec mon directeur de thèse, qui était psychanalyste aussi. C'est qu'on on peut pas sortir de soi. On peut pas justement arriver à cette objectivité, présenter des savoirs, heu, qui viennent d'autres univers ou d'autres épistémologies, heu, comme s'ils étaient en eux-mêmes. On est toujours situé quand on en parle. Mais en même temps, il faut essayer de leur rendre justice. Alors donc c'est vraiment ça mon combat, c'est d'essayer de trouver comment rendre justice à des savoirs et des façons de penser autres que la mienne, tout en reconnaissant que je suis toujours située, ancrée, heu pour ça. Et donc j'insiste beaucoup sur cette question d'ancrage dans mon écriture. Là, je relisais donc le texte que j'ai écrit sur le positivisme, institutionnel. Puis je voyais par exemple que la coutume, et je suis éditrice, hein, donc je sais ce que c'est de mettre en note de bas de page le financement et les remerciements. Or, le financement et les remerciements, donc les personnes qui nous ont aidés à faire une recherche, mais c'est fondamental. Si on n'a pas eu d'argent, ou si on a eu d'argent de telle ou telle source, ben ça peut tout changer dans une recherche. Donc et on est censé mettre ça juste dans une note de bas de page. C'est ça le positivisme institutionnel. Et de la même façon, les remerciements. Je veux dire, les personnes qui nous ont aidés à faire une recherche, que ce soit nos informateurs ou que ce soit nos collègues qui ont relu ou les personnes qui nous ont influencés, mais c'est fondamental. Et donc dans le texte, j'essaye de réintroduire ça, un peu, mais c'est pas facile parce que c'est des conventions justement qu'on nous a tellement, martelées dans le cerveau, qu'il faut faire ça comme ça. Mais je veux dire, une recherche qui est basée sur surtout par exemple en Afrique, les recherches qui sont basées sur des financements du Nord, ils me le disent, quand on discute, mais ils ne sont pas libres de poser les questions de recherche qu'ils veulent, et cetera. Donc c'est fondamental d'expliquer d'où vient l'argent, ou s'il y en a, s'il y en a pas, parce que ça change tout. Mais on est censé pas trop, en parler. Et donc moi, j'essaye vraiment, dans mes conférences aussi, de dire qui je suis, d'où je parle, avec quels moyens, de faire prendre conscience de la dimension matérielle de mon travail. Ça encore, c'est quelque chose, dans la formation des chercheurs, c'est comme un détail, c'est des choses dont on parle à la machine à café, et cetera. Ou alors les gens vont en parler, sur Twitter pour se plaindre de leurs conditions de travail, de la violence institutionnelle, mais ils vont pas le mettre dans leur travail, dans leur texte. Alors que c'est comme cette séparation. J'ai écrit un autre texte sur la violence séparatrice du positivisme institutionnel, alors que c'est un lien fondamental. Comment tu écris un texte, heu, avec le contenu même du texte. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi j'essaye de ne pas séparer, de toujours me situer mes limites, situer mes possibilités, et jouer sur l'écriture pour vraiment toujours ramener au concret matériel le savoir que je produis. Alors ça peut faire des choses un peu étranges. Les gens peuvent dire: «Ah, il y a trop de «je». Si vous saviez, je pourrais vous raconter les aventures de certains de mes textes, auprès d'évaluateurs. Par exemple, je pense c'est le plus beau texte que j'ai écrit, qui s'appelle «Méditation haïtienne». Dans Donc c'est dans une revue Sociologie et Société, et c'est un texte que je commence en disant, «Je suis assise à la terrasse d'un restaurant, d'un hôtel en Haïti. La serveuse s'approche de moi et me propose un verre de jus, et j'accepte, et puis là, j'ai mis sa phrase en créole, et puis je me concentre pour me préparer le cours que je vais donner demain à l'université». Alors, quand j'ai envoyé ce texte à la revue, heu, ils m'ont disait: «Ah ben, on va le mettre dans la section témoignages». En fait, j'ai écrit ce texte, j'étais assise à la cafétéria d'une aréna pendant un match de hockey de mon fils. J'avais mon manteau sur moi, il y avait une odeur de friture, ça avait rien à voir avec, c'était de la fiction. J'avais été sur cette terrasse d'hôtel en Haïti un jour, mais c'était de la fiction, et je l'ai faite pour concrétiser mon texte, mais j'ai joué sur l'écriture. Alors j'ai dit: «Non, c'est pas de la fiction, ce sont mes résultats de recherche sur mes travaux en Haïti, et en Afrique sur la justice cognitive».
Et donc finalement, j'ai eu gain de cause, ils ont accepté. Mais après ça, le texte est passé dans les mains d'un évaluateur qui a tout réécrit. Il essayait d'enlever tous les «je», tout simplement, toutes les phrases avec des «je». Donc ça n'avait aucun sens. Et donc oui, j'ai eu gain de cause aussi et j'ai été très appuyée par, le responsable du numéro, Baptiste Gaudry, qui a été vraiment, formidable pour défendre mon texte. Mais c'était quelque chose et j'ai un autre texte, celui sur le décrochage scolaire justement. Le correcteur a tout mis au «nous». Il a effacé, c'était en 2002. Il a tout effacé, il a tout mis au «nous», ce qui était vraiment pour moi une aberration. Alors j'ai caché ce texte. J'en avais honte. Je l'ai caché. Mais là, je suis en train de faire une anthologie de mes textes et puis j'ai une amie qui est en train de tout remettre au jeu. Alors je vais pouvoir de nouveau montrer ce texte. Mais l'écriture, c'est ça, l'écriture, les conditions matérielles, tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales pour la recherche. Les chercheurs, c'est des artisans, ils font ce qu'ils peuvent avec les matériaux qu'ils ont, avec l'endroit où ils travaillent et c'est tout. Et c'est d'ailleurs une des injustices les plus terribles pour les chercheurs du Sud qui sont censés faire des articles scientifiques comme les gens du Nord, alors qu'ils n'ont pas de subvention de recherche, ils ont pas d'aide, d'assistants de recherche, je veux dire, sauf s'ils sont financés par des projets du Nord. Je parle des universités d'Afrique francophone surtout. Ils sont absolument pas dans les mêmes conditions. Ils n'ont pas d'accès au web pour faire des revues de littérature. Ils n'ont certainement pas accès aux revues payantes. Euh, et donc, on voudrait qu'ils soient capables de faire le même genre d'articles. Et le fait qu'ils y arrivent, ça montre leur génie. Ça montre leur génie. Euh, donc, voilà. Alors, la recherche-action. Donc, comment faire une autre science? Une autre science. Donc, dès 2011, 2010, c'est le moment où j'ai découvert le mouvement du libre accès. Et tout de suite, donc moi j'étais partie, comme je vous le disais, sur la démocratisation des sciences. J'avais même l'idée à un moment donné de faire un parlement des projets de recherche, où les gros projets de recherche qui sont subventionnés par des très grosses sommes, des centaines de milliers de dollars, euh, seraient débattus par la société civile pour savoir, oui, est-ce qu'on veut créer notamment la banque de données génétiques Carthagène à l'époque sur laquelle je travaillais? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est pour le bien commun, etc. Donc là, j'ai travaillé sur la citoyenneté scientifique, puis j'ai essayé de faire avec l'association une consultation publique sur les politiques scientifiques. Ça a été un flop total, vraiment un échec total. Et je me rends compte à la fois que, je veux dire, déjà, les chercheurs sont très peu au courant des politiques scientifiques. Je suis sûre, si je vous demandais c'est quoi les politiques scientifiques actuelles du gouvernement fédéral ou du gouvernement provincial, vous n'en avez aucune idée. Alors déjà, les chercheurs ne sont pas au courant. Pourtant, c'est ce qui conditionne le financement des organismes de recherche, le financement des centres de recherche. C'est fondamental. Mais les chercheurs ne sont pas informés de ça, comme si ça ne les concernait pas parce que c'est de l'argent. Puis tout ce qui concerne l'argent, ce n'est pas intéressant, c'est sale. On laisse ça aux gestionnaires, etc. Mais alors dans la population, c'est encore pire. Et il y a un manque total d'intérêt. Donc, je l'ai vécu avec l'échec total de mon projet en 2012. J'ai une bonne leçon là-dessus. Et donc, j'avoue qu'ensuite, on a fait quand même des mémoires, plusieurs mémoires politiques avec l'association sur les politiques scientifiques, sur l'importance de bien financer les sciences sociales et humaines, de financer la recherche qualitative, la recherche-action, d'encourager les boutiques des sciences, donc ces dispositifs à l'interface de la société et de l'université. Bon, on a fait des mémoires comme ça vraiment intéressants, mais dans le fond, je me suis plus orientée, moi, vers le libre accès. Donc, la question du libre accès, pour moi, elle est importante parce que j'ai toujours eu un malaise avec tout ce qui concerne la vulgarisation. Donc, la vulgarisation scientifique, c'est de dire que les scientifiques peuvent continuer à faire leurs articles hyper jargonnants et incompréhensibles. Puis il y a des gens qui viennent, dont la spécialité, c'est de simplifier ça pour le bon peuple. Voilà. Alors le bon peuple c'est la théorie du déficit de compréhension.
le bon peuple qui ne peut jamais comprendre la science, ils sont dans la caverne, il faut leur traduire la science, et cetera. Et donc moi, cette approche, ça ne m'a jamais convaincue. Et je me suis dit: «Non». D'abord, d'une part, les chercheurs doivent faire un effort pour être accessibles, doivent tout simplement expliquer leurs concepts, et ça, c'est dans mon passage par la philo, je veux dire, c'est tellement aberrant la complexité conceptuelle pour dire des choses des fois finalement, très simples en tout cas. Heu et puis d'autre part, je me dis dans la société, il y a des gens qui sont passés par l'université, qui sont parfaitement capables de comprendre des articles scientifiques. Donc pour moi, démocratiser la science, c'est pas du tout la vulgariser davantage, puis multiplier les médiations. C'est intéressant, là, je dis pas qu'il faut pas le faire. Moi, j'ai organisé au Musée de la civilisation à Québec, des nuits de la liberté, tout ça. Mais pour moi, c'est le contact direct avec la recherche, c'est irremplaçable. Donc le libre accès, ça m'apparaissait vraiment le libre accès donc aux publications scientifiques, ça m'apparaissait vraiment être un excellent outil de démocratisation des savoirs, qui permet par exemple aux enseignants, aux psychologues de continuer à lire. Parce que quand vous allez quitter l'université, vous verrez, vous n'aurez plus accès aux revues payantes que l'université paye. Et ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée vraiment à militer pour le libre accès. Et puis ensuite, évidemment, en découvrant, je suis allée en Haïti en 2010 enseigner. Et là, j'ai découvert que les étudiants, bon, ils avaient d'abord leur connexion était, plus ou moins bonne, mais qu'ils ne savaient pas qu'il y avait beaucoup d'articles en libre accès sur le web, de revues en libre accès. Ils ne savaient pas. Donc un manque de littératie scientifique numérique, si on veut. Et donc là, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler en Haïti, puis ensuite en Afrique, pour vraiment, développer cette littératie numérique scientifique et leur montrer qu'ils peuvent avoir accès par le web à une richesse d'articles scientifiques, parce que leurs bibliothèques sont vides. Je veux dire, moi j'en ai visité des bibliothèques universitaires, hein. Celle de l'université Sinfonia de sciences humaines là, en Guinée, c'est pathétique, il y a rien, rien. Et puis les étudiants ne peuvent même pas se promener dans les rayonnages. Les 3 étagères de livres qu'ils ont, c'est dans un sous-sol, en tout cas. Donc le libre accès me semblait vraiment, vraiment, une voie importante. Puis en même temps, je réalisais qu'il ne faut pas que ce soit juste du libre accès des publications scientifiques du Nord, occidentales, parce que sinon ça allait encore, renforcer l'hégémonie de ces savoirs dans les universités, du Sud. Et donc c'est là que je me suis mise à militer pour développer le libre accès des publications africaines et puis qu'on a fini par créer il y a 2 ans, le Grenier des savoirs, donc une plateforme de 15 revues africaines, panafricaines, en libre accès. Ça, c'est une autre aventure. Si ça vous intéresse, je pourrais vous raconter. Donc le libre accès, c'est devenu vraiment, pour moi, quelque chose de très intéressant et en même temps, je me suis aperçue qu'il y avait des façons de voir le libre accès, pas du tout démocratiques. En tout cas, ça aussi, si vous voulez, quand je vous en parle, je pourrais vous expliquer un peu plus. Mais et ça, c'est très important de le dire aux étudiants, ça fait partie justement de cette prise de conscience de la matérialité de la recherche. Il faut vraiment publier en libre accès, dans des revues en libre accès, exiger le libre accès. Moi, sauf un texte, j'ai jamais publié dans une revue qui était pas en libre accès. J'ai pas fait exprès, mais je peux pas dire que j'étais consciente de ça, surtout à l'époque où il y avait pas d'internet et tout ça. Bon, on n'avait pas le choix, mais ensuite j'ai toujours publié en libre accès sous licence Creative Commons pour favoriser l'accès et le partage des savoirs. Et même dans des livres, j'ai embêté les gens et j'ai embêté les revues, mais j'ai été sans compromis là-dessus. Et quand bon, justice épistémique, justice cognitive, c'est 2 choses, qui pour moi pour tout le monde, c'est très proche, mais pour moi, il y a une différence fondamentale entre les 2. La justice épistémique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en discuter avec, Jeanne-Marie, mais ou plutôt les injustices épistémiques, donc c'est vraiment cette incapacité de certains savoirs à se faire entendre.
à se faire respecter, à être utilisés tout simplement, parce que c'est des savoirs qui sont expérientiels, qui viennent du Sud, qui viennent de femmes, qui viennent de personnes qui n'ont pas le statut social de docteur ou de choses comme ça. Bon, donc avec les pays du Sud, c'est fondamental aussi, c'est comment les bon, on pourra en reparler si ça vous intéresse, mais on travaille beaucoup là-dessus, comment les étudiants dans les universités africaines sont obligés d'adopter l'épistémologie occidentale pour faire de la recherche et de renoncer à leur langue fondamentale, blessure fondamentale, et à leur épistémologie pour entrer dans la soi-disant universelle conversation scientifique, mais en fait qui est basée sur un modèle normatif très, très spécifique. Et qu'est-ce que je disais? Donc, je parlais c'est ça, l'injustice épistémique. Oui. Donc, cette injustice épistémique, c'est une violence faite à des personnes qui ne peuvent pas utiliser leur savoir, faire valoir leur savoir, qui doivent apprendre à penser dans la pensée d'une autre culture et d'une culture dominante dans le cas des rapports Nord-Sud. Et quand nous, on a pris le terme justice cognitive, donc qui est différent. Justice cognitive, c'est un concept qui a été inventé par un chercheur indien, un anthropologue indien, Shiv Visvanathan. J'ai traduit son texte d'ailleurs dans notre livre sur la justice cognitive. Et lui, il faisait justement référence à l'importance du dialogue des savoirs, de la reconnaissance de la valeur de tous les savoirs. Il parlait évidemment des savoirs traditionnels indiens, mais de l'épistémologie aussi en Inde, des épistémologies indiennes. Donc, c'est un beau texte, lui, c'est vraiment sur le dialogue des savoirs, etc. Et donc, nous, on a repris ce concept-là, euh, mais en fait, on l'a repensé complètement pour ajouter toute la dimension matérielle des savoirs. Parce que ce n'est pas juste une question épistémique là, des esprits, c'est les moyens. C'est les moyens de, euh, de- d'exprimer nos savoirs. Et donc, moi, je l'ai vu très clairement, les jeunes étudiants africains que j'ai initiés un peu plus de littératie scientifique numérique, je veux dire, ils se sont mis à publier sur le web leurs textes, leurs idées. euh, donc, pour eux, ça change tout de savoir maîtriser ces aspects-là, de comprendre aussi l'injustice que, par exemple, l'accès au web, qui n'est pas l'accès au web dans leur université, mais chez eux encore moins. Donc, ils sont obligés de prendre leur téléphone. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les étudiants africains. Ils ont leur téléphone, donc cellulaire, et ils connectent leur ordinateur sur leur téléphone. Et donc, ils sont obligés d'acheter des forfaits, ça leur coûte 10 000 francs par mois, des forfaits cellulaires pour faire marcher leur Internet. Donc, je veux dire, le Wi-Fi, là, ça n'existe que dans des centres de recherche qui peuvent être très soutenus par les pays du Nord ou justement les bureaux AUF, l'Association des universités francophones. Alors là, il y a du Wi-Fi, donc ils vont là pour essayer de faire leurs recherches bibliographiques, leurs revues de littérature. Mais je vous dis, travailler dans des conditions comme ça, ce sont des injustices matérielles, organisationnelles, institutionnelles, qui pour moi sont vraiment très importantes, autant que les injustices épistémiques. Donc, pour moi, c'est vraiment un ensemble. Un ensemble. Et le système d'évaluation, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais quand on publie un article scientifique, on veut publier, on envoie à la revue, puis la revue fait évaluer l'article par des évaluateurs externes, soi-disant impartiaux, qui ensuite vous retournent, puis là, vous devez modifier votre article avant qu'il puisse être publié. Alors, ça, on dit que c'est un système qui est garant de la qualité. Donc, premièrement, il y a plein de problèmes. Bon, on peut en parler, on pourrait en parler longuement, mais surtout, il y a une espèce de racisme systémique là, dans ce système-là. Et j'ai des témoignages, si vous saviez, là, des témoignages de chercheurs africains qui envoient leurs textes à des revues du Nord, et il y a un nom africain, et le texte tout de suite est déjà mal vu,
Et les évaluateurs, s'ils voient trop de références à des textes africains et pas assez des textes occidentaux, ils vont faire des reproches. En tout cas, il y a tout un système qui fait que ces articles-là, qui viennent du Sud dans les revues du Nord, sont rejetés. Et qu'il y en a très peu. Il y a une carte célèbre qui montre à quel point l'Afrique contribue peu à la production scientifique mondiale. Mais premièrement, c'est une base de données qui est faite aux États-Unis. Donc, ils excluent tout ce qui n'est pas en anglais. Et puis, il y a toute la recherche africaine, elle se fait surtout dans les thèses, les mémoires, les rapports de recherche. Et ça n'apparaît pas dans ces bases de données, mais ça existe, sauf que ce n'est pas en ligne, ce n'est pas trouvable. Et moi, je reçois presque tous les jours des messages d'étudiants qui me disent « Pouvez-vous m'aider à trouver des documents sur tel sujet, etc. » Et c'est un manque d'outils, c'est matériel, c'est une question matérielle. J'ai eu l'occasion, c'était le summum de ma vie politique, de rencontrer le conseil de tous les ministres de l'enseignement supérieur des pays d'Afrique francophone. J'ai eu droit à 3 minutes de parole. Et bien, ces 3 minutes-là, elles ont été concentrées sur la nécessité de développer l'accès au web sur les campus pour que les étudiants puissent faire leur recherche de littérature et pour que les universités africaines francophones puissent mettre en ligne toutes leurs thèses, tous leurs mémoires, leurs rapports de recherche, leurs travaux et les revues. Il y a plein de revues dans les universités africaines, mais elles sont en papier, elles ne sont pas en ligne. Donc, tout ça pour vous dire, je suis désolée d'insister là-dessus, mais que la dimension matérielle, à la fois de qui on est, mais de quels outils on dispose pour faire de la recherche, c'est fondamental. Et les injustices épistémiques, la colonisation des esprits aussi, c'est un problème majeur, désespérant, mais ils sont tous conscients de ça. C'est comment en sortir qui est difficile sans ressources et sans moyens. Donc avec notre maison d'édition, avec nos revues, on essaye de proposer là, des façons de faire pour ça. Puis la recherche-action aussi, ça c'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans les universités d'Afrique francophone et très peu aussi dans nos universités dans les pays du Nord, alors que c'est vraiment moi, j'y arrive là, vraiment, c'est la seule façon pour moi de faire de la recherche qui respecte les savoirs des uns et des autres, et qui est au service vraiment du changement social. En tout cas, plus je prends conscience de la recherche-action participative, plus je suis convaincue que ça et les récits de vie, c'est vraiment bon, c'est sûr, c'est pour les sciences sociales, mais même en tout cas, je réfléchis aussi aux autres sciences, n'est-ce pas, qui ne sont pas les sciences sociales et humaines. Il y a des façons de faire et des savoirs aussi qui pourraient être vraiment différents de ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors là, Jeanne-Marie, je suis désolée, j'avais dit que je ne parlerais pas pendant 1 heure, puis je m'aperçois que j'ai fait une improvisation d'1 heure. Merci infiniment, Florence. Je pense que je vais demander aux étudiants si tu es d'accord, s'ils ont des questions, des remarques, des résonances. Tu as de l'énergie encore un peu? Oui, Florence? Oui, Tu as de l'énergie pour qu'on fasse ça, comme ça? oui, oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Jeanne, dans cette... Ok. Bon, je suis tout à fait impressionnée, bouleversée et un univers énorme s'ouvre quand j'entends euh, votre conférence, votre conférence, et ça me plonge dans le même univers que la conférence de Maïka Sondarjé, qui parle, à laquelle j'avais assisté par Zoom, évidemment, et dont j'ai lu le livre. Parce que je rapporte ça évidemment à mon expérience universitaire et de professeur, mais aussi à la manière d'écrire dans les expériences de coopération internationale. Alors, il faudra m'arrêter parce que je risquerais de parler trop longtemps, mais
la violence de l'institution de la coopération internationale, ça commence par le formulaire pour demander une subvention. Puis ensuite, c'est le rapport de mission. Puis là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de nous, il n'y a que des chiffres. Oui, il y a des nous, mais il n'y a que des chiffres et des étiquettes qui correspondent à des tac, 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 participation des femmes, nombre de machins, combien de personnes. Puis là, quand on est sur place, ça c'est mon expérience, j'en suis émue tellement, la violence me rentre dedans maintenant, plusieurs années plus tard. On parle à des gens. Combien de membres dans la coopérative? Combien de membres vous avez dans votre association de femmes? Alors, il y a ceux qui, ok, les chiffres, oui, ils veulent des chiffres. Alors, ils nous donnent des chiffres, c'est déjà écrit là-dessus, on veut des chiffres parce que les chiffres, c'est ce qui parle. Puis il y a ceux qui, d'abord, c'était en Haïti, donc il y a ceux dont le français, parlez-moi en créole, s'il vous plaît, mais qui savent qu'on parle français et pas le créole. Et puis il y a ceux, puis moi je le comprends au fur et à mesure, les chiffres, mais c'est pas là que ça se passe. Et donc nous sommes, mais c'est moi qui en prends conscience, complètement à côté de la plaque. Bon, je pourrais continuer là-dessus, puis on revient, on fait les rapports de mission. Les rapports de mission, on le sait, ils ne sont même pas lus. Bon, donc, mais moi, là, j'écris là-dessus. Et, tout d'un coup, mon jeu. Puis là, mais ça, c'est mon processus d'écriture qui vient de se faire là dans les 6 derniers mois. Mais non, mais c'est pas c'est je et toi en face de moi. Alors là, je passe au dialogue, mais je sais que je suis encore ancrée dans ma position du Nord, on va dire pour faire vite. Mais je sais aussi que moi, j'ai différentes voix. Alors voilà, je joue en ce moment avec mes différentes voix à moi, mais aussi les différentes voix de mes interlocutrices que j'aime profondément. Et je leur donne la parole. Donc, il y a moi, puis quelquefois, il y a l'avocate de la personne à qui je demande, ouais, mais vous faites ça comment? Alors, c'est absolument extraordinaire. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mais la question, je m'excuse, ça a été long, mais j'avais besoin de le lâcher. La question que je porte, que j'adresse à excusez-moi, le prénom. Florence. Florence, voilà, merci. C'est une écriture de ce genre, la mienne. Est-ce que l'écriture en soi et comment elle devient écriture-action? Je le sens, mais je ne sais pas encore exactement, et c'est ça que je veux. Je veux que mon écriture, elle me transforme. C'est mon écriture à moi, puis c'est moi de la petite fille à l'âge que j'ai. Mais je sais aussi que c'est pour le changement social. Alors j'en suis là. Je ne sais pas encore exactement comment ça se passe. Est-ce que je me fais des illusions? Mais je pense qu'il y a une réponse là quelque part. C'est sûr qu'il y a une réponse, parce que déjà, si tu es consciente de ton écriture, c'est gagné. Là, ton intuition va te permettre de trouver la façon d'écrire qui te convient. Et je dis toujours, surtout aux étudiants ou mes filles qui sont étudiantes, quand elles bloquent, pense à qui tu t'adresses. Encore une fois, la matérialité. Quand on fait un article scientifique, on ne sait pas à qui on s'adresse dans le fond. Puis des fois, c'est ça qui nous bloque. On a l'impression qu'on s'adresse à la science en général, des gens très érudits, alors il nous manque tout le temps des références bibliographiques, on a peur d'oublier. À qui tu t'adresses? Qui tu veux toucher? Qui tu veux convaincre? Puis une fois que tu as fixé ton public, les mots, la façon d'écrire va suivre. C'est très clair pour moi. Quand j'écris un texte, par exemple, je veux m'adresser à, je ne sais pas moi, justement, je veux m'adresser aux étudiants d'Afrique francophone avec qui je travaille, ben je sais quels mots vont sortir. Si je m'adressais à mes collègues du Nord, je sais que c'est d'autres mots qui vont sortir. Donc,
moi, je trouve que ça aide beaucoup de savoir à qui on s'adresse. Mhm. Justement, de sortir de cette idée-là que la science, elle flotte en l'air, une espèce de grande conversation comme ça, où on s'adresse à nos experts, mais essaye d'imaginer, ça peut être ta directrice de thèse, ça peut être peu importe là, mais à qui tu t'adresses? Et je sais que par exemple pour ma thèse, je vois Élise qui me dit, d'en parler un peu plus de ce que j'ai fait dans ma thèse. Je sais que je m'adressais, oui, à mon jury, mais je crois que je voulais surtout m'adresser aux ados. Je voulais leur répondre. Donc quand je dis ma thèse, c'est responsabilité pour autrui, ma thèse, c'est comme une réponse à la confiance qu'ils m'avaient faite pendant les rencontres. Je veux dire, ils m'ont raconté des trucs qu'ils n'avaient jamais racontés à personne avec une confiance infinie. Sur place, sur le moment, je ne sais pas, parfois j'étais adéquate, parfois je ne l'ai pas été. Des fois, j'étais tellement surprise de ces univers, etc. Et, et donc, j'ai vu ma thèse comme une façon de leur répondre. Autrement dit, j'ai écrit de façon très accessible, très littéraire. C'est un peu comme un roman, dans le fond, plus que comme un texte d'érudition. Bon, il y a des chapitres d'érudition là, mais parce que, je ne sais pas s'ils ont peut-être jamais lu ma thèse, mais je me suis adressée à eux et c'est ça qui m'a aidée, je pense, à faire l'écriture. Et c'était une contrainte, parce que quand vous faites des entrevues avec des gens, que vous écrivez sur eux, que vous sachez qu'ils vont lire, ça crée des espèces de blocages d'autocensure. Je dis par exemple ce garçon qui avait décroché. Moi, j'étais choquée. Je me suis dit, franchement, il pourrait faire un effort, 2 mois de plus, il aurait son diplôme. Puis là, il s'en va. Alors, pendant l'entretien, je sais que j'avais exprimé cette indignation. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Et puis, normalement, dans la thèse, j'aurais dû l'effacer, tu sais, pour juste écouter son histoire, comprendre les déterminations qui l'amenaient à faire ce choix-là. Puis je me suis dit, non, c'est pas fidèle à ce qu'on a vécu dans notre discussion. Et donc, je dois en parler pour qu'il retrouve dans ce qu'il lit ce qu'on a vécu. Donc, tu vois, c'est ça, c'est vraiment, je pense que ça aide. Et encore une fois, c'est de se dire, là j'essaie, mais j'ai du mal, d'écrire sur le concept de relationnalité qui vient des épistémologies autochtones et de Edgar Morin. Bon. Et donc, c'est le fait qu'on est toujours, on est le fruit de nos relations avec les autres. Bon. Et que c'est une fiction de penser qu'on est un individu indépendant et qu'on peut faire semblant qu'on est coupé des autres. Et donc, j'ai essayé, dans le fond, j'essaye ça dans tous mes textes, de créer un lien dans l'écriture, soit avec les personnes dont je parle, soit avec les lecteurs. Tu sais, donc mais en même temps, c'est une illusion parce que ça reste un monologue. Ça, ça reste un monologue. Donc, c'est le dernier chapitre de ma thèse où j'explique ça. J'ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je suis bien consciente que ça reste un monologue, tout ça. Mais en Non, même temps, un monologue nourri par la conscience d'autrui, ça peut donner une écriture différente. Donc, je te dirais, pense à qui tu t'adresses. Oui, parce que ce monologue, en fait, il est empreint de toutes les autres voix. Exactement, qu'on a absorbé. C'est Toutes ça, c'est je ça. les invente, je les recrée. Je les ai entendus, mais je les recrée parce que je ne les ai pas enregistrés, évidemment. Il y a toutes ces voix-là, il y a les miennes, et les miennes au pluriel, puis il y a toutes celles aussi des personnes qui accompagnent dans ce long processus. Non, C'est merci, ça, merci. c'est ça. merci Jeanne. Merci Fred. Ton micro est fermé, cher. Excusez, mais merci beaucoup. Ça me touche beaucoup comme présentation. Ça m'a tellement tout le long. J'avais beaucoup de. Ça me donnait du feu. Ça me donnait. Il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord. Puis ça me fait penser, en fait, je sais pas ce qui résonne dans moi quand j'entends votre présentation, c'est vraiment par rapport à mon expérience que j'ai vécue avec les jeunes itinérants ou presque, tu sais, avec lesquels je faisais des ateliers. Puis quand j'ai commencé à faire mes ateliers, je présentais beaucoup, moi, c'est l'éducation populaire. Comment je peux leur amener le savoir que j'avais des sciences sociales, comment je peux amener ça, tu sais,
le genre, les questions de genre, les questions, tu sais, toutes sortes de trucs. Puis je me suis rendu compte, tu sais, au début, je montais mes ateliers, j'étais un peu comme, c'était un peu typique professoral, je l'enseignais, tu sais. Finalement, ils étaient tous désabusés, les autres, l'école, ils s'en sacraient. Qu'est-ce qu'un autre prof qui va m'apprendre quelque chose? Puis ce que je me suis rendu compte, c'est au fur et à mesure, c'est en partant de ce qu'ils savaient eux que je pouvais leur apprendre quelque chose. On a Voilà. cette idée-là d'enseignement, on va leur enseigner, leur montrer, mais c'était vraiment, eux, ils étaient tellement désabusés de ce système-là, là, qu'il n'y avait pas moyen, les bras croisés, qui te regardent avec une sorte de, encore un autre prof qui m'apprend des trucs poches. Puis, aussitôt que je partais d'eux autres, j'avais une ligne directrice, j'avais quelque chose que je voulais leur montrer, quelque chose qui était comme les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que c'est? Bon, mais si je partais de toi, c'est quoi être un homme pour toi? Puis que là, ça leur donnait du feu, puis là, ils étaient heureux, puis j'apprenais plein de choses, puis j'étais intéressé par eux, tu sais. Puis c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait s'étendre à ces jeunes-là ont du savoir, ont plein de connaissances, ont déjà des choses de construire, tu sais. Ont déjà, fait que pourquoi pas regarder ça, tu sais. Ouais, exactement. Puis là, je vous conseille vraiment la lecture du livre de Jacques Rancière, Le Maître ignorant, sur l'égalité des intelligences. Là, tu vas adorer. Ce livre-là, il m'a tellement conforté. Et c'est sur l'histoire de l'université, c'est passionnant parce que le maître ignorant, c'est Monsieur Joseph Jacotot. C'est un philosophe des Lumières au début du 19e siècle qui a compris que, dans le fond, le rôle d'un prof, c'était celui d'allumer la curiosité, puis que les étudiants, après, se débrouillaient très bien. Puis il a inventé une espèce d'école où les boulangers venaient, tout ça, les étudiants, tous ensemble. C'est en même temps que, comment il s'appelle, l'Allemand l'a inventé le modèle de l'université qui est maintenant le modèle dominant, où c'est au contraire les sachants qui enseignent leur savoir aux ignorants, etc. Donc il y avait en même temps ces deux visions de l'enseignement, c'est fascinant. Donc Jacques Rancière raconte ça dans le livre Le Maître ignorant, et il fait vraiment... il parle de l'égalité des intelligences. Puis moi, je fais ça dans mon cours aussi, toujours. Alors, on part de ce que les gens pensent. Je fais jamais d'examen. Moi, j'ai aboli les examens dans mes cours. J'en ai fait peut-être juste les 2 premières années parce que je me sentais obligée. Mais ce que je demande aux étudiants, c'est de faire des exposés, donc des contributions au cours, et un journal de bord dans lequel ils réfléchissent sur ce qu'on a discuté en cours, etc. Mais je leur dis, répétez pas ce que je vous ai dit, je le sais, je le connais, ça ne m'intéresse pas. Allez plus loin, créez à partir de vos savoirs. Puis souvent, ils sont surpris. Ils disent, c'est la première fois qu'on nous demande justement d'utiliser nos savoirs pour avancer dans le cours, plutôt que de les cacher, de faire comme si on n'avait pas d'expérience de vie. Et c'est ça, moi, mon terrain avec les ados. Je me suis dit, mais mon Dieu, certains des ados, en tout cas les 3 que j'ai retenus dans ma thèse, j'en ai rencontré 70, j'en ai retenu juste 3 pour ma thèse, que j'ai approfondie, de la micro-analyse. Je me suis dit, mon Dieu, qu'ils en savent plus que moi sur la vie, alors que moi j'avais 25 ans. Et j'ai appris d'eux exactement comme tu dis. Et c'est important de le dire quand on fait des textes, je pense, soi-disant scientifiques, de trouver une façon de reproduire ça, pas seulement dans le déroulement de la recherche, mais aussi dans le texte. Et je dirais que c'est plus difficile parce que dans le déroulement de la recherche, le facteur humain est incontournable. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien qui se passe, on trouve une solution, tout ça. Mais dans l'écriture, on revient aux conventions normatives, introduction, problématique, question de recherche, présentation des résultats, interprétation, conclusion. Puis on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de ce modèle, alors qu'on peut. On peut être imaginatif, même quand on est à la maîtrise ou au doctorat, là. En tout cas, Florence, nous, on a des programmes de premier cycle et de deuxième cycle dans lesquels il n'y a jamais des examens. Bravo. Jamais, aucun. Bravo. Oui. Alors, je vais demander la parole. Je vais prendre 2 ou 3 questions, puis on va répondre aux 3 en même temps. Il y a Julie Bellavance. Qui d'autre? Oui, vas-y, Julie. Simon. Bonjour.
il y a 2, 3, ben, il y aurait plus que ça, même 4 remarques, fait que je ne sais pas trop. Je vais y aller en vrac, là, ça ne sera pas tout du même ordre. À propos des récits de vie comme co-construction, donc où un lien s'établit, puis la dimension éthique du lien qui appelle une réponse. Parce que j'ai écouté ça, je dis waouh, c'est exactement la situation analytique. C'est-à-dire que c'est ça qui se passe quand on a une relation analysant-analyste. Et au niveau épistémologique, ben, ça fait que c'est souvent là aussi le reproche qui est fait, là je vais dire la psychanalyse, mais c'est faux, il y a des psychanalyses, disons aux psychanalyses au pluriel, de ne pas avoir des dimensions objectives, de ne pas être falsifiable, entre autres. Là, moi, je me dis, non, mais quand même, comment vous voulez que je répète l'expérience unique de quelqu'un, que je la falsifie? La personne dit ce qu'elle dit. Là. Il y a des trucs comme ça mais qui ne sont pas, comment dire, audibles. On n'arrive pas à le dire rapidement. On va arriver avec un modèle scientifique en prétextant que c'est pour protéger éventuellement les patients. L'objectivité, ça me rappelait aussi quand j'ai fait un stage à Albert Prévost en psychiatrie à Montréal. C'était vraiment notable et remarquable comme les gens qui étaient vraiment des amateurs d'objectivité optaient pour des modèles behavioristes d'intervention auprès des patients. Ça générait la guerre des tranchées, évidemment, parce que si un patient a un minimum de force, il va au moins s'opposer et pas répondre à la machine du conditionnement. Puis c'était toujours des gens chez qui on se sentait bien, un désir de contrôle, même je dirais presque pulsionnel, la pulsion de maîtrise. Donc il y a quelque chose subjectivement qui va avec le modèle de l'objectivité. Enfin, il y a une subjectivité derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ça c'était juste des souvenirs. Donc à mes étudiants, je disais, parce que j'avais fini par réaliser que pourquoi j'avais du mal à lire leurs textes, que la raison fondamentale, c'était qu'ils écrivaient à personne. Ça faisait des textes incompréhensibles. Là, je leur disais, il faut écrire à quelqu'un. Si vous avez une personne en particulier en tête, c'est encore mieux, mais écrivez à quelqu'un. Puis, ça change tout quand ils écrivent à quelqu'un. La pratique du journal de bord, je l'ai faite. Puis, c'est sûr qu'à l'échelle où on travaillait, ben, ça devenait physiquement impossible parce que pour corriger et tout, une main ne marche plus, etc. Donc, on finit par arrêter. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, vraiment. J'ai arrêté aussi pendant un temps, pas seulement parce que physiquement c'était impossible, mais aussi parce qu'il y a eu, je dirais probablement un changement générationnel. Et, les consignes étaient plus comprises de la même manière. Comme je ne donnais pas de notes tout de suite, parce que je leur disais, je prends en compte je lis chaque fois, j'annote chaque fois, mais la note, c'est plus tard, parce que je prends en compte comment vous vous améliorez si vous répondez aux commentaires, tout ça. Et à un moment donné, ils se sont mis à croire que je ne donnais pas de notes. Donc, ils se sont mis à n'importe quoi. Donc, pendant un temps, tout est tombé. Je l'ai refaite à la fin. Puis à la fin de mes dernières années d'enseignement, j'aimais ça. Il y avait toujours quelque chose d'eux-mêmes qui passait. C'est vraiment le type de texte par excellence. Je leur aurais fait écrire que ça si ça avait été possible. Mais donc, c'est ça, de voir la personnalité passer à travers. Et c'était toujours justement des questions qui permettaient d'utiliser ce qui avait été, les outils théoriques qui avaient été donnés pour réfléchir à des questions actuelles. Puis donc, ouais, c'était bien agréable. Bel exercice. Bon, je vais m'arrêter là. Il y aura eu un autre truc, mais vite. Comme, en fait, le fait que quand on écrit un mémoire ou une thèse, il faudrait que ça soit objectif, il faudrait, par le cosmétique du nous par-dessus le jeu, que ça ferait de l'objectivité, tout ça, alors qu'on peut adopter une toute autre position. Ben là encore, je pensais à l'expérience d'un des courants psychanalytiques, c'est une expérience récente qui est très difficile, qui s'appelle la passe, c'est-à-dire que qu'est-ce qui valide ma pratique de psychanalyste, c'est d'être capable de témoigner à d'autres de mon désir d'analyste, de le donner à entendre. Puis alors, évidemment, de toute forme possible, il n'y a rien de prédéterminé. Donc, cette expérience-là,
mettons, la formule pour résumer ça, c'était s'autoriser de soi-même et de quelques autres. Puis ça me fait penser quand même un peu à la maîtrise en psychosociologie. Voilà, c'est fini. Bien, merci de ces savoirs. Merci beaucoup, Julie. Simon? Je vais tenter de faire aussi rapidement que je peux. D'abord, j'aimerais te remercier, Florence. Pour moi, c'est comme si ta présentation, ça me faisait sentir moins seul, comme dans une famille qui s'agrandit continuellement, de personnes qui œuvrent pendant tant d'années à rétablir une forme d'équilibre, une forme de justice euh, à plusieurs égards où il y a un modèle de pensée qui est dominant, puis qui enferme des réalités, qui les invisibilise. Donc, merci beaucoup. Pour moi, ça me touche ce matin. Tu disais, la recherche n'a de sens pour moi que si elle peut changer le monde. Je n'ai jamais accepté d'autres raisons d'être de la recherche. Pour moi, ça soulevait une question justement par rapport à ces agendas dominants-là qui, pour moi, ça se traduit par la question finalement, quels savoirs et quelles attitudes sont utiles et surtout à quelle fin? Dans tout ce positivisme institutionnel-là, moi, je me suis retrouvé, actuellement, je travaille dans une institution. On a toujours des évaluations à chaque année. Puis, il y a une question qui traite de l'impartialité et de l'objectivité au travail. Moi, à chaque fois que j'ai mon évaluation, je dis je ne réponds pas à cette question-là parce que pour moi, c'est contre-intuitif. C'est des principes qui, pour moi, n'existent pas dans le cadre de mon travail parce qu'on traite de relations humaines. Puis là, pour moi, ça m'amène dans le fait qu'il y a comme une impression de vertu devant le fait de se déconnecter de ses jugements plutôt que de les inclure comme des savoirs qui sont opérants en contexte d'intervention. Cette vertu-là m'apparaît comme aliénante, déshumanisante. Ça me fait penser à quand tu dis que dans ta thèse, finalement, il y a une responsabilité envers les personnes que finalement tu accompagnes quand tu fais ta recherche. Moi, je disais que j'avais besoin d'agir en cohérence avec les besoins des personnes qui sont marginalisées dans le cadre de mon travail pour répondre à mon mandat. Et donc, de facto, je peux pas être impartial parce que être impartial, ça revient à être un agent de promotion du pouvoir qui est déjà établi. Donc, c'est là-dessus que ça m'a lancé beaucoup. Ça revient aussi, tu parlais de recherche-action collaborative. J'ai des amis qui voulaient se lancer là-dedans dans le cadre de leur rédaction de thèse. Puis, ils me disaient que juste le contexte normatif, en fait, de la thèse faisait en sorte que c'était un grand défi que de pouvoir faire de la recherche-action collaborative. Puis, c'est ça, tu sais, je me demande, est-ce que ce n'est qu'accessible une fois qu'on est rendu professeur et qu'on est habilité à faire de la recherche? Ou est-ce que l'institution en soi fait juste s'en foutre, parce qu'il y a certains savoirs qui sont plus utiles pour former nos chercheurs et nos chercheuses, quoi? Oui, ouais, ça c'est une très bonne question. Justement, hier, je déconseillais à une de mes doctorantes de faire une recherche-action participative dans sa thèse. Je disais, parce que les comités d'éthique vont la bloquer. Les comités d'éthique ne comprennent pas. Et donc, je lui disais, non, ce que tu peux faire, par contre, c'est la faire de façon informelle et te faire une gang de partenaires. Et puis, au moment de l'analyse, tu les fais intervenir ou tu fais ça de façon informelle, mais dans le cadre institutionnel, surtout à cause des comités d'éthique, ce n'est pas possible. Et puis, à cause du calendrier aussi, du rythme et tout ça, quand on fait une recherche-action participative, on doit se calquer sur le rythme des organismes, le rythme de la réalité, qui n'est pas du tout le calendrier fictif là, du monde de la thèse, quoi. Donc, malheureusement, je pense que c'est... En tout cas, surtout à la maîtrise, je ne pense pas que ce soit vraiment possible de faire une authentique recherche-action participative. Et si vous lisez le livre de Orlando Falsborda, lui, en fait, il est parti pendant 20 ans de l'université pour faire ça. Et il y a un autre fondateur de la recherche-action participative en Inde qui s'appelle Rajesh Tandon. Et lui, après son doctorat, il n'a jamais voulu aller à l'université. Il a créé un organisme de recherche-action participative qui existe depuis 40 ans. Et c'est comme ça qu'il le fait, donc pas à l'université. Donc faire ça à l'université,
c'est un gros défi. Souvent, les profs qui en font, ben, ils font ça comme un peu à l'extérieur, un peu par la bande, etc. Et nous, notre boutique des sciences, là, c'est le virage que je voudrais qu'elle prenne. C'est vraiment de faire ce travail, d'appuyer les recherches actions participatives le plus possible dans l'université. Mais ça demande grand changement institutionnel, etc. Mais ceci dit, je veux dire, on peut quand même en faire, là. On peut quand même se débrouiller, et pas forcément à l'université, mais à côté de l'université. Et il y a de plus en plus de revues qui publient des articles de recherche action participative. Il y a des programmes de subvention au Canada, on est très chanceux pour ça. Je veux dire, moi, je vous parais comme peut-être un petit peu marginal, tout ça, mais j'ai des très bonnes subventions de recherche que j'ai eues du CRSH et tout ça, en disant, moi, je fais de la recherche action critique. Eh bien, je veux dire, c'est pas impossible. Au Canada, en France, ce serait très difficile, quasi impossible, mais au Canada, c'est possible. Mais le positivisme institutionnel, donc pas celui qu'on choisit, là, fait en sorte qu'effectivement, c'est très compliqué de faire ce choix. Mais bon, je suis sûre qu'il y aura des façons de... Il y a Il y a toujours quand même, il y a des réseaux internationaux d'universités qui réfléchissent à comment faire des universités plus socialement responsables. Par exemple, il y a le réseau GUNI qui est basé à Barcelone, le réseau Taloir aussi. Et donc, c'est des universités justement qui essayent de bouger pour améliorer ce dialogue entre universités et société civile, et à travers donc des projets de recherche, des nouvelles formes d'enseignement, etc. Donc, il faut suivre ces universités. Bon, c'est sûr que peut-être l'UQAM en fait partie, peut-être l'UQAM à Montréal, c'est peut-être celle qui est la plus avancée. L'Université Laval, c'est très conservateur, mais moi, j'ai fait les petits changements que j'ai pu à mon niveau, là, la petite tannante là, qui revenait toujours avec ça. Mais ça fait partie de notre responsabilité sociale, je pense, d'universitaires et d'étudiants aussi. On n'a pas besoin d'être prof là, pour tout faire non plus, de ça prend aussi des changer les réseaux. choses. Ça prend des réseaux. Oui, des réseaux de Quelqu'un solidarité. comme toi qui rencontre quelqu'un d'autre comme toi, qui est quelqu'un d'autre comme vous, qui se retrouve dans des universités différentes, qui fait une communauté de recherche. Et quand on est un chercheur engagé, comment je dirais, c'est toujours important de savoir avec quel directeur tu vas travailler. Et la capacité, comment je dirais. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat dans les années 90, totalement autobiographique. Parce que j'avais un directeur de thèse qui était complètement fou et qui m'a défendu jusqu'au bout, quoi. Ce qui fait qu'il y a des profs qui veulent justement être éthiquement responsables, qui s'engagent, et parfois qui s'engagent aussi sur les comités d'éthique pour ça. Ça se fait, mais c'est ça. Il faut faire des batailles institutionnelles qu'il faut. Exactement. Yeah. Exactement. Oui, Clancy. Oui, merci. Bonjour Florence. Je me sens hyper choyé de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Je pense que avant de poser ma question, là, j'avais besoin de dire, l'année dernière, là, je préparais ma candidature pour un poste de prof, là, pour devenir chanceux collègue de Jeanne-Marie dans le département de psychosociaux. Puis là, j'étais un peu dépassé par la situation, là. J'avais beaucoup de travail en même temps. Puis là, elle m'a dit, écoute, il faut surtout que tu te poses une question, là, il faut que tu te demandes sérieusement quel genre de prof tu veux devenir. Elle m'a dit, pour savoir ça, il faut que tu regardes une fois par jour les vidéos de Florence Piron qui sont sur YouTube. Ce qui fait qu'à chaque fois que je désespérais de la charge de travail que j'avais à cette session-là, le soir, je me mettais une vidéo de vous pour essayer de me motiver puis de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire quoi, moi, de ma vie si j'arrive à devenir prof, finalement. Puis là, quand je vous écoutais, ça me faisait du bien. Là, j'avais l'impression de me reconnaître beaucoup. Là, je viens de débarquer, puis je le sens, le poids de ce positivisme institutionnel. Comment dire, je viens de débarquer, puis j'ai l'impression de constater ces Jeanne, puis tous les collègues plus anciens, là, ça fait des dizaines d'années que, comme s'ils font une espèce de parapluie autour des programmes qu'on a pour qu'on puisse penser au jeu là où on est,
Mais c'est des batailles de tous les instants, quoi, pour que cet espace, il existe. Puis je pense que j'avais c'est dans les milliards de questions que j'ai dans la tête, là, je pense que la seule que j'aurais envie de poser, là, vu qu'il est bientôt midi, c'est qu'est-ce qui vous a permis de garder le courage pendant toutes ces années? Une excellente question. Je pense que j'en ai vraiment besoin. Moi, je viens de débarquer. Ben, je sais, je ne peux pas dire c'est une chose en particulier, mais en fait, je vais dire, c'est le choix que j'ai fait de jamais séparer mes différentes vies. Dans le fond, Mm. ma vie de citoyenne, ma vie de maman, ma vie de prof, ma vie de chercheuse, je ne les ai pas séparées. Alors, c'est sûr que j'ai pris un risque. Moi, j'ai des collègues qui séparent ça complètement et tout. Je suis la même. Je suis la même quand je vous parle à vous, quand je parle à mes enfants, quand, quand je vais en Afrique. Je suis toujours la même. Donc, je me suis enlevé un gros poids en n'adoptant pas différentes personas, n'est-ce pas, selon les contextes. Et donc, j'ai gardé cette espèce d'unité. Puis l'intégrité, dans le fond, c'est la fidélité à soi-même. Je pense que c'est plus facile quand on a cette unité. Et donc, du coup, il y avait des liens. Parce que moi, vraiment, j'essaie, je suis une penseuse du lien. Il y avait des liens entre tout ce que je lisais, ce que je vivais, ce que j'expérimentais. Quand je disais que les ados, mes expériences avec les ados que j'ai rencontrés dans ma thèse m'ont aidé ensuite à comprendre mes enfants, que mes enfants m'ont aidé à comprendre telle chose, c'est ça. C'est que j'ai refusé de me séparer, moi, puisque je trouve que toutes ces séparations, ces coupures de liens, c'est ça la violence de base. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a tout simplement dit, moi, je vais droit devant, je fais ce qu'il faut faire. Et puis, le goût de l'action aussi. Alors, je suis contente parce que le monde universitaire n'a pas éteint mon côté entrepreneur et action. Et puis, j'ai pas beaucoup de peur, en fait. J'ai décidé un jour, j'aurais pas de peur, j'essaye des trucs, puis ça marche pas, ça marche pas. Et donc, et j'attends pas aussi les conditions idéales. Je suis pas. Donc, c'est aussi, je vous en ai pas parlé du tout, mais j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur le management, le management public en particulier. Et ça m'a aidé à comprendre comment il est entré dans les universités. Ça m'a aidé à comprendre le positivisme institutionnel. Donc, j'ai travaillé sur les enjeux éthiques et politiques du nouveau management public. Et donc, j'ai compris comment fonctionne la pensée managériale, qui est tout simplement de réduire n'importe quoi à un problème auquel on peut travailler pour trouver une solution. Et donc, mon ancrage éthique, ou au contraire, tout est une question de valeur et de choix, c'est exactement l'opposé de la pensée managériale. En comprenant et en décelant un peu partout la pensée managériale dans tous les aspects de la vie, y compris de la vie de famille et tout ça, ça m'a renforcée dans l'importance d'avoir une pensée éthique, c'est-à-dire de réfléchir au sens de ce que je fais par rapport à mes valeurs, par rapport à qui je suis. Donc c'est comme si j'avais un repoussoir, et ça c'est à cause de mon travail de recherche, comme si j'avais un repoussoir, je n'allais jamais sombrer dans l'idée que tout peut se ramener à un problème auquel on trouve des solutions, même si ma forme d'esprit est souvent de ce type-là. J'adore trouver des solutions à des problèmes, défaire des nœuds, là. Mais c'est mon ancrage dans l'éthique. Et ça me vient de plusieurs choses. Et notamment, pendant que je faisais ma scolarité de doctorat, j'avais un séminaire sur la Shoah. Et moi, mes deux grands-mères sont juives. Et mes deux grands-pères sont catholiques. Mes deux grands-mères sont juives et elles ont toutes les deux échappé aux nazis de façon différente. L'une en restant à Paris, en faisant semblant, l'autre a fui et a survécu simplement grâce à la solidarité de personnes qui les ont cachées, etc. J'ai été fascinée par ces histoires, j'ai écouté ma grand-mère la raconter d'innombrables fois. Et donc le lien, l'importance du lien, de l'entraide, ça fait partie vraiment je dis sans ces liens-là, je n'existerais pas. Donc quand j'ai retrouvé dans la pensée de Lévinas, dans ma thèse, donc le concept de responsabilité pour autrui, il me vient de Lévinas que j'ai découvert
par Zygmunt Bauman, un sociologue extraordinaire que je vous recommande. J'ai même eu l'occasion de lui écrire un jour, puis j'étais en retard, je publiais un de ses articles, j'étais en retard, et puis je venais d'avoir un bébé, puis il m'avait répondu « Oh, ça n'a aucune importance, votre bébé, c'est la chose la plus importante. » J'ai dit « Oh !» Je dis « Ce grand professeur, c'était merveilleux. » Donc vraiment, l'éthique, pour moi, c'est ça, c'est à la fois des penseurs, des réflexions, mais c'était en même temps ma vie, et c'était ma conscience. Donc, en ne séparant pas la chercheuse, de la prof, de la mère de famille, de la citoyenne, en faisant un ensemble de tout ça, je pense que ça m'a aidé à garder cette intégrité qui m'a permis de jamais dévier de mon chemin, jamais faire de compromis, être toujours là, revenir à la charge sans jamais aucune honte, tout en explorant de nouveaux domaines. Comme j'étais membre du conseil universitaire de mon université pendant plusieurs années, puis je défendais les logiciels libres, puis à chaque fois qu'on parlait et le libre accès, donc à chaque fois je levais la main. Il paraît que le recteur était tanné, mais tout le monde savait que j'allais intervenir, que j'allais jamais lâcher le morceau. Donc je pense que ça nourrit ma persévérance, si on veut. Donc je te dirais, le conseil que je te donnerais, c'est ça, de rester uni, de ne pas te diviser, parce que ça devient... puis de ne pas céder aussi alors, aux sirènes du discours professionnaliste. Alors, justement, ça, c'est avec le management public que j'ai découvert ça. Donc, je vous dis, j'ai fait des articles sur l'éthique et le management qui sont utilisés dans des cours à l'ENAP, là. C'est vraiment un autre domaine de ma vie. Enfin, non, pas vraiment non plus, là, mais... et c'est vraiment de dire que le management public, comment il fonctionne? Il fonctionne en responsabilisant les individus, mais du coup en effaçant la responsabilité collective d'une situation. Par exemple, on ne va pas dire c'est la faute du management si les profs actuellement sont tous épuisés. On va dire c'est parce que tu ne t'organises pas assez bien, tu ne prends pas soin de toi, tu devrais faire plus de méditation. On ramène ça à la responsabilisation de l'individu. Donc, tu sais, en comprenant ça, ben, tu refuses ça, et puis tu te dis, ben non, il y a un contexte, c'est très important. Et puis, alors c'est ça, en tout cas, je te dirais de pas te séparer du contexte, et de toujours te penser en lien avec les autres, avec l'institution, avec les programmes, etc. Mhm. Je ne sais pas si ça Merci. répond à... Je retiens aussi, là, il n'y a pas besoin d'attendre des conditions parfaites pour faire des affaires, Ah essayer, non! se Alors ça, planter, c'est pas grave. c'est la pire des choses. Mhm. C'est quand tu as une idée. Moi, c'est sûr que je pense que c'est une qualité que j'ai, là, de voir le potentiel, de voir dans la réalité le potentiel d'autre chose. Ça, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose que j'ai, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Je suis une artiste, en fait, moi. Je ne suis pas une vraie chercheuse. Je suis une artiste. Et donc, je vois dans une situation un potentiel, comme par exemple pour nos revues africaines, j'ai vu des chercheurs, j'ai vu un vide, j'ai vu un besoin, j'ai vu quelque chose. Puis je me suis dit, on n'a pas d'argent, on n'a rien, on le fait. Puis là, on a 15 revues. Alors, ça ne durera peut-être pas, ça, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais on a créé 15 revues africaines avec des noms africains sur des problématiques africaines, avec des textes qui sont plus ou moins encore colonisés, mais peu importe. Ça sent bien, on a fait la première revue, Jeanne-Marie, au Burundi. On a fait Machamba, c'est une revue de didactique et de littérature au Burundi, avec des chercheurs burundais, mais qui accueillent des textes d'un peu partout. Des trucs incroyables comme ça, que les gens n'imaginent même pas. Et en fait, j'en ai pas parlé avant de l'avoir fait, parce que je savais que les gens ne me croiraient pas. Je n'ai même pas cherché à faire des demandes de subventions. Je savais que les gens ne croiraient jamais que c'est possible. Et on l'a fait. Alors, donc surtout ne pas attendre les conditions parfaites, ou d'avoir l'autorisation de 36 000 personnes. Et c'est là que je dis, le professionnalisme, là, on s'en fout. On s'en fiche. Professionnalisme, c'est d'être efficace, neutre, en contrôle, jamais en retard sur rien. Moi, je suis en retard sur tout. Et j'ai toujours été en retard dans mes textes, dans mes trucs, tout le temps. Même mes cours, des fois, j'arrivais en retard. Pourquoi? Parce que je faisais trop de choses en même temps. Pas besoin de savoir, d'être parfait. C'est vraiment plus d'être qui on est, sincère. Puis si on est en retard, on s'excuse, puis c'est tout. Puis voilà, je veux dire, personne ne va en mourir. Là, c'est l'idée du management, là. C'est la pensée managériale,
où il faut tout le temps être productif, etc. Et en fait, j'ai été très productive. Mais productive parce que j'avais envie de l'être, pas parce que quelqu'un m'a demandé de l'être. J'ai une question pour toi, Florence, avant de te lâcher si tu as encore un peu d'énergie. Ça va. J'ai 2 questions. Je sais que tu travailles sur l'épistémologie du lien. Je vais aller dans la rivière, en dessous de la rivière, comme on dit, chez nous. J'aimerais ça que tu me dises la part de l'amour dans ta démarche. Oui. Alors, tu vois, justement, l'anthologie là que je fais, ça va s'appeler La gravité des choses. C'est un titre qui m'a été donné par mon garçon qui est à côté de moi quand il avait 9 ans. Et le sous-titre, c'est Amour, recherche éthique et politique. Donc l'amour, c'est quelque chose de fondamental et c'est ça qui a été évacué du monde scientifique. Et justement, en 2003, si ça vous intéresse, on avait fait un numéro de la revue Anthropologie et Société qui s'appelait Déshumanisation, réhumanisation. Et c'est là qu'il y avait l'article de Zygmunt Bauman sur le projet d'humanité qu'il m'avait envoyé, qu'on avait traduit, c'était en 2003, son premier article traduit en français. Et l'amour, c'est quelque chose l'amour de tes enfants, mais l'amour des personnes, c'est quelque chose, moi, qui me guide et que j'ai justement refusé d'évacuer dans ma thèse, parce que ces ados, ils m'ont aimé, je les ai aimés. Même si c'était très bref et je les ai jamais connus par la suite, il y avait de l'amour là-dedans. L'amour, c'est quoi? C'est l'intérêt pour l'autre, pour qui il est, pour l'aider, pour qu'il se développe comme il est. C'est l'amour que j'ai pour mes enfants, d'en faire des êtres libres et heureux. Et voilà, mon garçon me serre la main, il est à côté de moi. Et c'est pareil pour les personnes avec qui je fais de la recherche et pour mes étudiants. Mes étudiants africains, là, ils m'appellent maman. Ils m'aiment. Ils m'écrivent « je t'aime ». Et j'ai dit, moi aussi, je t'aime. Et je n'ai pas de problème à dire ça dans le monde universitaire. Donc, sans amour, là, moi, je ne ferais rien, je ne serais rien. Et quand je parle du lien, c'est évidemment le lien, c'est un lien, c'est pas forcément un lien d'amour, parce que ça peut être un lien simplement de tu me fais confiance, je dois te rendre quelque chose. Mais c'est lié à l'amour. Et donc, c'est d'une tristesse infinie que la science, pour avoir l'air professionnelle et impartiale, ait évacué tout ça. Comme il y a des gens qu'on n'aime pas, bon, il y a des gens que j'aime pas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a que j'aime pas. Ces gens-là, je ne les fréquente pas, c'est tout. Et j'apprends à le savoir, mais je dirais que, et on a beaucoup de chemin à faire pour apprendre à parler d'amour en recherche. Ou alors, ça prend des apparences, comme par exemple, j'ai pas lu encore, mais j'ai lu juste un petit peu le travail de Helmut Rosa sur la résonance. La résonance. Bah alors là, il prend tout un vocabulaire, c'est un allemand, tout un vocabulaire. Mais en fait, c'est la résonance, c'est l'amour. C'est quand quelqu'un nous parle et que ça résonne en nous. C'est ça. Et quand on aime moi je me suis, quand j'étais à l'école, il y avait une fille qui était venue me voir en disant mais c'est bizarre, tu as l'air d'aimer tout le monde, tu es vraiment une philanthrope. Je ne connaissais pas ce mot-là, elle me dit ah bon. C'est qu'a priori, j'aime les gens, puis je vois le potentiel intéressant dans chaque personne. Et c'est l'amour comme reconnaissance, en fait. C'est toujours le même combat, c'est reconnaissance des savoirs, reconnaissance des savoirs de l'autre, reconnaissance de sa valeur, de son intérêt, de son expérience de vie. Pour moi, c'est ça, l'amour en recherche, disons. C'est ça. Et quand on fait une recherche avec des gens, je suis sûre, Simon, quand il fait de l'éducation populaire, il les aime, les personnes. Pourquoi nous, les profs, Jeanne-Marie, on se couche tard, on se démène pour monter nos cours et tout ça, c'est qu'on les aime. Mais pourquoi est-ce qu'on a enlevé ce vocabulaire de la science? C'est pathétique. Alors, est-ce que c'est parce que la science a été si longtemps dominée par des hommes et que les hommes ont plus de mal à parler d'amour de la manière dont j'en parle là? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est bien dommage. Une dernière question pour toi. Avec toute cette expérience-là que tu as, là, imagine, si je vois Maïka, mon amie Maïka qui est venue ici pour t'écouter, je me dis, si tu avais en face de toi une jeune prof et que tu avais un conseil à lui donner
un, sur sur quoi faire attention quand on accompagne des chercheurs. Ben, c'est un peu comme je disais à Clancy, c'est de rester fidèle à soi-même. Parce que la période un peu délicate là, pour la permanence et tout ça, dans le fond, ça dure pas longtemps. Et puis c'est très simple, normalement, chaque département, c'est très clair ce qu'on doit faire. Moi, je me suis arrangée pour faire toujours ce qu'on m'a demandé. Je suis devenue professeure titulaire rapidement, alors que j'ai jamais fait de compromis. Donc tu regardes ce qu'il faut faire, tu le fais, mais tu restes fidèle à toi-même. Puis alors, aussi un autre conseil qui va sûrement vous surprendre, moi je dis jamais non. Tu vois, regarde, je suis fatiguée, j'ai quand même dit oui pour venir. Je dis jamais non. Pourquoi? Pourquoi je dis jamais non? Parce que chaque oui est porteur de potentiel. Alors, potentiel d'une rencontre, potentiel d'apprendre quelque chose, potentiel de vivre quelque chose d'inédit. Alors, et en disant toujours oui, ça m'a apporté des trucs, mais incroyables. J'ai dit oui, un étudiant de Côte d'Ivoire que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, il me dit venez s'il vous plaît chez nous. Je dis ok, je dis oui. Je m'arrange pour y aller. Je passe 3 jours à Abidjan avec des gens que je connaissais absolument pas, juste des étudiants, des doctorants. Et là, ça me permet de rencontrer plein d'autres gens. Finalement, avec ces Ivoiriens, on a créé une boutique des sciences, on a fait. Bon, j'aurais pu dire non parce que je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es et tout ça. Donc, je dis oui tout le temps. Puis après, on dit ah oui, mais tu vas être débordé, etc. D'abord, on dit oui, mais des fois, ça ne marche pas, ça tombe. Puis le peu qu'il y a eu, ben, c'est quand même, ça peut apporter quelque chose. Et puis on est en retard, et puis voilà, c'est tout. Alors, mais bon, tout le monde n'est pas capable d'avoir peut-être ma capacité à dire oui, parce qu'il y a des gens qui sont, surtout les femmes, qui sont très scrupuleuses, perfectionnistes, qui n'aiment pas ne pas tenir parole. C'est mon cas. C'est mon cas. Mais des fois, je dis oui à des articles, tout ça, puis je n'ai pas été capable de les faire. Et puis, bon, ben, c'est la vie. Mais plutôt que de dire non, j'ai des amis qui se protègent tout le temps en disant non, non, non. Puis bon, elles font très bien tout ce qu'elles ont à faire. Moi, c'est ça. Je dis oui à tout. Mais bon, c'est ça, c'est mon attitude, quoi. C'est mon attitude. En tout cas, moi, je suis très, très reconnaissante de ton oui. C'était le cadeau que j'avais envie d'offrir par amour à mes étudiants. Voilà. Pour moi, Florence, c'est ma sœur d'âme, quoi. C'est... Ben, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis je vous souhaite à tous une belle vie de recherche, justement, où pas une vie stressante et violente, mais une vie où vous serez épanoui, heureux, vous-même. Vous pourrez vous développer vous-même dans tous vos aspects de lien, d'éthique, de responsabilité sociale, d'engagement. Moi, je crois que c'est possible, mais par contre, c'est ça, comme disait je ne sais plus qui, il faut se battre, il faut être vigilant, puis ne faites pas trop de gestion. Moi, j'ai toujours refusé de faire de la gestion. Là-dessus, être directrice de quelque chose, là, honnêtement, même si ça peut paraître flatteur, puis c'est comme ça que les carrières se font, moi, là, j'ai toujours refusé. J'ai été directrice uniquement de ce que j'ai créé pour le faire aller comme il faut. J'ai fait le moins de gestion possible. Oui, ça tue. En tout cas, ma gratitude est infinie, Florence. Puis on se reparle bientôt, très très bientôt. Absolument. Merci. Merci tout le monde. Merci infiniment. Merci Au infiniment. revoir. Au revoir.